part sur le terrain tout de suite en Ukraine. Les Russes continuent d'avancer dans la région d'Avdiivka. On va y revenir dans un instant. Les lignes défensives ukrainiennes sont sans doute en cause. On développera ça notamment avec vous, Général Chauvency. Mais tout d'abord, on commence avec cette autre menace qui pèse sur les Ukrainiens. Non pas à l'est, dont on parle souvent, mais au nord, à la frontière entre l'Ukraine toujours libre et la Russie qui préparerait une action dans cette zone, la zone de Soumy notamment. Les Ukrainiens s'attendent même à une tentative de percer au printemps. Les explications de notre envoyé spécial, Gwendoline de Bono. Alors d'abord, la priorité aujourd'hui pour les unités ukrainiennes qui sont postées tout le long de cette frontière, c'est d'abord de repérer les mouvements des saboteurs russes qui passent derrière leur ligne. Il y a un mois, 2 civils ont été tués par balle par des éléments des forces russes qui s'étaient infiltrés dans cette région de Soumy en Ukraine. Ensuite, c'est vrai qu'au sein de l'état-major ukrainien, il y a la conviction que Moscou s'apprête à lancer une offensive d'ampleur et la région de Soumy est l'une des options. Cette offensive d'ampleur, selon l'état-major, pourrait arriver au printemps. Résultat, les forces ukrainiennes protègent au maximum la frontière. Tous les champs sont minés pour empêcher le passage de véhicules russes et de nouvelles lignes de fortification, de nouvelles tranchées, nous l'avons vu, sont en train d'être construites. Avec le manque de munitions, avec le manque de nouvelles recrues formées, les Ukrainiens s'inquiètent en fait de ne pas pouvoir défendre dans tous les axes en cas d'offensive d'ampleur dans plusieurs directions. Selon un officier ukrainien, il est plus probable que les forces russes concentrent leurs efforts sur le front de Zaporijjia au sud, poursuivent ensuite leur offensive dans le Donbass, mais une troisième attaque sur la direction nord dans la région de Soumy donc ne peut pas être exclue. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est le scénario du pire, mais c'est un scénario auquel ils se préparent. Alors, il est important de bien regarder sur une carte où est situé Soumy. On est très loin de la ligne de front, on est très près de la frontière avec la Russie, bien évidemment. Vous l'avez entendu donc dans la bouche de notre envoyé spécial Gwendoline de Bono, des infiltrations russes ont commencé. C'est surveillé particulièrement par ces forces armées ukrainiennes, dont Gwendoline a interrogé l'un des commandants. Écoutez. Ils essayent de s'infiltrer ici régulièrement. Une fois, ils ont essayé de se servir du mauvais temps pour entrer. On les a repérés à temps, on a tiré et ils sont partis. Ils n'ont pas eu de pertes, mais ils sont partis. Si le point d'observation travaille correctement, ils ne doivent pas passer. Les endroits d'où ils peuvent s'infiltrer, on les repère aussi et ensuite on les mine. Depuis que l'on est arrivé, on a tout miné ici. Plus ils tentent des infiltrations, plus les gens ont peur, ça crée de la paranoïa. Et si le commandant sait qu'ils se sont infiltrés, alors il faut envoyer les forces spéciales en soutien et des réserves. Plus il y a de troupes qui vont être envoyées sur la frontière et plus il y a de troupes envoyées ici, moins il y en a sur les fronts qui en ont vraiment besoin. Attention, attention, tir d'artillerie, personnel dans les abris. On s'attend à ce qu'ils tentent une offensive au printemps. Ça ne sera peut-être pas comme ça, mais le numéro 2 du bataillon nous demande de miner le plus possible pour les stopper au moins un moment en cas d'offensive. Mais notre unité ne sera pas apte à les stopper complètement. Cette fois, ils n'entreront pas en colonne. Ils vont essayer de déborder nos troupes par petits groupes, de nous disperser et ensuite d'avancer. C'est ça leur plan. Et on sent bien la réelle préoccupation de cet officier de l'armée ukrainienne. Ça va être un vrai casse-tête pour les Ukrainiens d'être à la fois sur ce front sud, sur ce front est, de devoir protéger la frontière nord. Alors tout d'abord, général, est-ce qu'il y a véritablement la possibilité aujourd'hui d'une offensive russe dans cette zone vraiment éloignée du front, on l'a vu? Est-ce que tout simplement ils en ont les moyens humains et matériels? Les moyens humains, on a du mal à se faire une vraie idée des capacités russes aujourd'hui. Le seul constat qu'on peut faire, c'est que sur le terrain, ils peuvent attaquer, ils peuvent progresser. C'est le seul élément qu'on a de concret. Le reste, qu'est-ce qu'il y a derrière? Combien d'hommes sont encore disponibles? On est incapable de le dire aujourd'hui. On n'a que des estimations très aléatoires, mais il y a une réalité. Alors qu'aujourd'hui, le front, qui fait en gros 1000 km, pour faire simple, suscite quand même différentes attaques ou contre-attaques du côté russe. Ça permet aussi de distendre finalement les capacités ukrainiennes de résistance, ce qui était très bien expliqué par le commandant de l'officier ici présent. Donc ça veut dire que, effectivement, si vous attaquez au nord, qui est quand même très au nord, vous êtes obligé de prendre des troupes ailleurs.
donc troupes ailleurs, donc des trous. Et si on revient à Avdiivka, on va peut-être en parler après, on va en parler. donc on a vraiment un affaiblissement de la ligne, et puis ce qui a été évoqué à un moment donné, je ne sais plus par qui, la question de quelles sont les ressources humaines disponibles. Nous sommes toujours à un grand doute sur la mobilisation des 450 000 à 500 000 hommes qui devraient servir à recompléter les effectifs. Et c'est bien ça peut-être le vrai problème. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est ce qu'on entend dans la bouche de cet officier ukrainien. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'hommes, il n'y a pas besoin de beaucoup de soldats russes pour forcer les Ukrainiens à être présents sur place, à se protéger, à utiliser de la ressource humaine qui pourrait être utilisée ailleurs. On a déjà un front de 1300 km à peu près général. Si ça va jusqu'à Soumy, on est à quoi, 1500 km au bas mot? Je ne peux pas vous dire, parce que les variations des kilométrages sur le champ de bataille, j'ai 10 000 km, c'est parce que en fait, on est en gros. Ça l'étendra considérablement. Voilà. Ouais. C'est énorme. Le seul truc, c'est que finalement, faire une pression quelque part, même avec peu d'hommes, ça contraint l'adversaire à y mettre des effectifs en nombre suffisant. Donc, obligatoirement, ce sont des effectifs qui sont fixés et qui ne servent pas à autre chose, même s'il ne se passe rien. Et maintenant, la menace d'une attaque au printemps, ça contraint les Ukrainiens à masser des unités en première ligne et en deuxième échelon. Vous y croyez? Parce que ça complique aussi la tâche pour les Russes. Alors aujourd'hui, on a été tellement surpris de la capacité des Russes à intervenir au moins sur 3 points. D'abord, sur renseignement ukrainien. N'oublions pas qu'il y a 2-3 mois, on nous disait qu'il y avait 3 gros forces de 30 à 45 000 hommes qui étaient organisés du côté russe pour attaquer. Et là, on n'était pas soumis. Donc, est-ce que c'est invraisemblable? Pas forcément. Mais n'oublions pas que si les Russes ont la capacité de déplacer leurs troupes comme ils l'entendent, s'ils sont capables aussi de pousser des groupes de reconnaissance, comme on l'a vu, ce qui est normal en temps de guerre, voir comment l'autre est installé, s'il y a une faiblesse, ils iront. Et les Ukrainiens l'ont fait d'ailleurs aussi. On sait que cette frontière a été traversée maintes fois des deux côtés. On a même appris cette semaine dans le New York Times que la CIA avait des bases secrètes sur place le long de cette frontière. Bon, ça forcera bien sûr les Ukrainiens à étendre leurs forces armées, eux qui ont perdu la ville d'Avdiivka récemment, on le sait, et qui voient les Russes continuer à progresser. 3 villages qui ont été pris en quelques jours à peine. Les Russes ont avancé sans difficulté de plus de 6 km. Alors, est-ce qu'un boulevard est en train de s'ouvrir à eux? Peut-être, parce que le New York Times parle également, vous le voyez, de ces défenses ukrainiennes étonnamment faibles qui aident la Russie à avancer. Est-ce que les Ukrainiens, là, ont négligé quelque chose de capital, général, et pourquoi? Alors, je vais peut-être passer au pourquoi. Avdiivka était une ville fortifiée depuis 2014. Et je pense que les Ukrainiens n'ont jamais pensé que cette ville pourrait tomber. Et elle faisait partie de la ligne de défense vraiment au contact des Russes. Et en fait, cette ville a été prise. Du coup, comme finalement il y a peut-être un défaut de planification en croyant que cette ville tiendrait, comme à Bakhmout, par exemple, ça a quand même eu des mois de combat. Là, excès de confiance, alors, en quelque sorte. Un excès de confiance, une mauvaise estimation de la volonté ennemie de progresser. Et au bout d'un moment, effectivement, on a des troupes ukrainiennes qui ont été bousculées, comme on dit dans notre jargon militaire, qui n'ont pas forcément préparé des zones de repli et de retranchement suffisants, parce qu'ils n'y ont pas cru. Et puis aujourd'hui, on se dépêche rapidement, pour faire des lignes de fortification, mais aléatoires, de fortune, pour ralentir l'adversaire. Alors effectivement, je ne sais pas s'il y a un boulevard, mais constatons que quand on voit toutes les cartes, nous avons quand même une progression de 4 à 6 km de profondeur. Vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, mais quand on voit qu'on s'est battu pour 100 mètres depuis des mois, on voit quand même que la progression est réelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font les Russes? Et en fait, dans leur logique, c'est tout à fait logique, je dirais. Ils ont une opportunité d'avoir bousculé les forces ukrainiennes qui ne sont pas capables, à la date d'aujourd'hui, de poser une résistance organisée sur l'ensemble des lignes de fortification. Et on sait que les munitions et autres arriveront un jour ou l'autre en Ukraine, mais dans les mois qui viennent. Il y a une fenêtre d'opportunité pour les forces russes qui sont capables apparemment de progresser. Et ils profitent au maximum de cet affaiblissement ukrainien pour aller le plus loin possible et sans doute ramener aussi des renforts, 2e, 3e échelon pour aller encore plus loin. Mais est-ce que ça peut aller plus de 15 à 20 km? Je n'en sais rien. Mais n'oublions pas que sur le terrain, quand on voit la topo, en gros, à 15-20 km à l'ouest d'Avdiivka, vous avez quelques mouvements de terrain qui permettraient théoriquement aux Ukrainiens de se repositionner. Maintenant, il s'agit de construire rapidement tout ce qui permet de ralentir l'adversaire. Mais pour l'instant, on voit bien que les Russes, au moins dans cette zone-là, pour moi, j'appelle ça une percée. C'est une percée, effectivement, dans la ligne de défense ukrainienne. Ouais. Bon, ils ont une fenêtre de tir, c'est le cas de le dire, les Russes aujourd'hui, avec ces retards de livraison d'armes, ces retards financiers également de la part des États-Unis. Ça vous préoccupe aujourd'hui? On est en train d'assister à la mise en place de ce qui pourrait être demain, qui sait, la défaite de l'Ukraine, Patrick Gautrat? Non, on n'en est pas à la défaite de l'Ukraine. Moi, je pense qu'actuellement, pour suivre ce que vient de dire le général, les Ukrainiens vont dans toute la région de Donbass
renforcer leur défense. Alors le nouveau chef d'état-major, qui a été accusé d'être un mangeur d'hommes autrefois, doit privilégier cette position assez défensive. Moi, mes sources sont de la presse. Et il y a quand même 4 lignes en général qui sont mises en place, avec les fameuses dents de dragon et avec, c'est très joli, les hérissons tchèques. Donc ils essayent de protéger au maximum sur 11 km, avec 4 lignes, la défense. Le problème, c'est que pour faire l'excavation, pour construire les défenses, ils ont surtout du vieux matériel soviétique qui marche pas bien. Donc ils ont besoin de bâtiments, d'instruments, d'appareils de travaux publics. Ils ont besoin de camions avec des grues. Ils ont besoin vraiment de matériaux de construction. On apprend que le privé n'a pas pu être mis à contribution à cause des règles anticorruption. Voilà, oui. Vous avez tout à fait raison. On a retardé énormément l'implication du privé parce qu'on a une peur, c'est justifié, maladive de la corruption. Donc le problème, c'est ça, c'est que les entreprises privées, notamment petites, n'ont pas pour l'instant soutenu suffisamment cet effort qui semble être une grande priorité des Ukrainiens. Des réactions, Arlette? Peut-être que ce que disent des experts militaires, c'est qu'ils ont mis effectivement du temps à changer de stratégie. Ils étaient à l'offensive quand les premières difficultés ou le constat de l'échec fait par Zaloujny lui-même a été mis sur la table. Après, on a changé, nous ont bien expliqué nos experts militaires de stratégie, on passe à la défensive, mais c'est tard. C'est tard et ça se fait à un moment difficile parce qu'effectivement, il y a toujours le même problème qui se décline en 2 points. C'est il n'y a pas de munitions, donc creuser alors qu'on vous tire dessus et pas répliquer, c'est quand même compliqué. Et puis deuxièmement, il faut trouver des hommes. Et on voit que dans certaines régions, on fait appel effectivement à des civils pour venir creuser les tranchées. Alors peut-être que si cette conscription finit par être faite, mobilisation en tout cas d'un certain nombre d'hommes, la priorité, ce sera peut-être de les envoyer pour effectivement consolider ces lignes de défense.